Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 2 du sujet 1, Amérique du Sud, novembre 2024, qui porte sur les probabilités. Un exercice sur 6 points, donc assez long finalement. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog, où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité maths experte. L'énoncé, on dispose de deux urnes opaques U1 et U2. L'urne U1 contient 4 boules noires et 6 boules blanches. L'urne U2 contient une boule noire et 3 boules blanches. On considère l'expérience aléatoire suivante. On pioche au hasard une boule dans l'urne U1 que l'on place dans l'urne U2, puis on pioche au hasard une boule dans l'urne U2. On note N1 l'événement piocher une boule noire dans l'urne U1, N2 l'événement piocher une boule noire dans l'urne U2. Pour tout événement A, on note A bar son événement contraire. Alors partie A, question A, justifier que la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U2, sachant qu'on a pioché une boule blanche dans l'urne U1, est 0,2. Petit b, recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous en faisant apparaître sur chaque branche les probabilités des événements concernés sous forme décimale. Donc voici l'arbre. Au premier étage, on a N1 et l'événement contraire de N1, et au deuxième étage, on a N2 et l'événement contraire de N2. Question 2, calculer la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U1 et une boule noire dans l'urne U2. Question 3, justifier que la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U2 est égale à 0,28. Question 4, on a pioché une boule noire dans l'urne U2, calculer la probabilité d'avoir pioché une boule blanche dans l'urne U1, en donnant le résultat sous forme décimale arrondie à 10-2. Alors ça faisait quand même plusieurs années qu'on voyait plus ce genre d'exercice. Bon. Alors, je ne vais pas continuer la lecture de l'énoncé. Je ferai partie par partie. Il y a 3 parties. Alors, la question 1A de la partie A, justifier que la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U2, sachant qu'on a pioché une boule blanche dans l'urne U1, est 0,2. Alors, il faut reprendre l'énoncé où on nous disait que l'urne U1 contient 4 boules noires et 6 boules blanches, des boules en tout. Alors, je vais faire un petit schéma approximatif. Donc, je vais considérer que ça, c'est l'urne U1. On vous disait que les urnes étaient opaques. Ça veut dire qu'en fait, quand une urne est opaque, quand on tire une boule, on ne voit pas la couleur. Et puis, vous avez aussi l'urne U2. Alors, c'est un sac, quoi. Alors, je vais pas dessiner toutes les boules, je vais simplement dire que dans l'urne U1, au départ, on a 4 noirs, donc je vais noter 4N, et puis ici 6B, bon, 6 blanches. Et dans l'urne U2, on nous dit qu'il y a une noire et 3 blanches. Bon, ça c'est un petit dessin que vous pouvez faire sur votre feuille de brouillon pour vous aider. Alors, on nous dit que on pioche au hasard une boule dans l'urne U1 que l'on place dans l'urne U2. Ce qui veut dire que l'urne U2 risque d'être modifiée. Et elle est modifiée comment? Elle est modifiée de telle sorte qu'on place la boule choisie dans l'urne U1, placée dans U2, et puis après on pioche au hasard une boule dans l'urne U2. Bon, les événements N1, c'est piocher une boule noire dans U1, N2, piocher une boule noire dans U2. Et là, la question, c'est probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U2, sachant qu'on a pioché une boule blanche dans l'urne U1. Donc, en fait, la question, c'est probabilité d'avoir N2, sachant l'événement contraire de N1, puisqu'on a tiré une boule blanche dans l'urne 1. Et donc, pour trouver cette probabilité, on va modifier l'urne U2, puisqu'on a tiré une boule blanche dans l'urne U1. Cette boule, on la place dans l'urne U2. Et donc, on va modifier ainsi le nombre de boules blanches, parce que ça veut dire que dans l'urne U2, maintenant, il y en a 4.
En tout, il y a 5 boules. Et puis on nous demande la probabilité d'obtenir une boule noire, donc c'est 1 divisé par 5, c'est-à-dire 0,2. C'est le résultat qui était demandé. Question 1b, recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous en faisant apparaître sur chaque branche les probabilités des événements concernés sous forme décimale. Alors dans l'énoncé, on indiquait la probabilité de N2 sachant l'événement contraire de N1, 0,2, qu'on vient de calculer dans la question A. Donc on a un certain nombre d'éléments à compléter. Alors pour la probabilité de N1, eh bien c'est la probabilité d'obtenir une boule noire dans l'urne U1. Donc on va aller regarder ce qui se passait à la page précédente. Donc on avait 6 boules blanches, 4 boules noires dans U1. Donc on a 4 chances sur 10 d'obtenir une boule noire. Ce qui fait que 4 chances sur 10, eh bien, on peut indiquer la valeur ici 0,4. De ce fait, la probabilité d'événement contraire de N1, c'est 1 moins 0,4, donc on va obtenir en fait 0,6. Je vais essayer de respecter quand même les couleurs. Bon, sur le deuxième étage, puisque la probabilité de N2 sachant N1 bar c'était 0,2, on va pouvoir dire que la probabilité de N2 bar sachant N1 bar c'est 0,8, puisque la somme des deux probabilités doit donner 1. Donc il nous manque en fait une des deux probabilités sur les branches qui restent à compléter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu le même travail que la question A. Mais là, on va s'intéresser au fait qu'on a obtenu une boule noire au premier tirage, et puis on va essayer de calculer la probabilité. Ici, c'est la probabilité de N2 sachant N1. Alors, je vais reprendre un petit peu le dessin de la question A. Et là, quand on veut la probabilité de N2 sachant N1, ça veut dire qu'on a obtenu une boule noire dans l'urne U1 qu'on place dans l'urne U2. Et donc, ça veut dire qu'on va obtenir ici 2 boules noires et 3 boules blanches. Et donc, la probabilité de N2, c'est 2 divisé par 5, c'est-à-dire 0,4. Ainsi, on peut dire que la probabilité de N2 sachant N1, c'est 0,4, et on en déduit donc la probabilité de N2 bar sachant N1 qui va être 0,6, et on a complété le diagramme en arbre avec des nombres sous forme décimale. Question A2, calculer la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U1 et une boule noire dans l'urne U2. Et donc, ça veut dire qu'on nous demande en fait ici la probabilité de N1 inter N2. Alors, on sait que c'est la probabilité de N1 multipliée par la probabilité de N1, attention, sachant de N2, pardon, sachant N1. Alors la probabilité de N1, on reprend l'arbre, donc avec l'arbre on va pouvoir avoir tous ces deux éléments. Donc on a probabilité de N1 0,4 et probabilité de N2 sachant N1 0,4, on multiplie ces deux probabilités 0,4 fois 0,4 pour obtenir la probabilité de N1 inter N2. Donc 0,4 multiplié par 0,4, et donc ça nous donne 0,16. Question 3 de la partie A, justifie que la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U2 est égale à 0,28. Donc ici, en fait, ce qu'on nous demande, c'est la probabilité de N2. Alors, il y a deux chemins qui mènent à N2. Il y a le chemin N1, puis N2, le chemin N1 bar, puis N2. On va pouvoir calculer la probabilité de N2 en disant que c'est la probabilité de N1 inter N2 plus la probabilité de N1 bar
inter N2 d'après la formule des probabilités totales, et je vais juste écrire FPT ici, formule des probabilités totales. Et donc, on sait que pour calculer P de N2, eh bien, P de N1 inter N2, on va dire que c'est P de N1 multiplié par P de N2 sachant N1. Alors, pour l'autre probabilité, on peut se contenter de la même formule, P de N1 bar multiplié par P de N2 sachant N1 bar. Et donc, P de N2, c'est 0,4 fois 0,4. Je fais ici un peu comme si on n'avait pas répondu à la question précédente, plus 0,6 multiplié par 0,2. Et donc, on obtient que P de N2 est égal à 0,16 plus 0,12, c'est-à-dire 0,28. Ce qui était le résultat attendu. Bon, j'ai recalculé P de N1 inter N2, c'est pas très grave. Question 4, on a pioché une boule noire dans l'urne U2. Calculez la probabilité d'avoir pioché une boule blanche dans l'urne U1. On donnera le résultat sous forme décimale arrondi à 10 puissance moins 2. Alors ici, ce qu'on nous demande, évidemment, c'est la probabilité sachant N2 de l'événement N1 bar, puisque une boule blanche dans l'urne U1 correspond à l'événement contraire de N1. Bon, là, on sait que c'est la probabilité d'intersection des deux événements au numérateur, N2 inter N1 bar, je vais plutôt écrire N1 bar inter N2 pour suivre l'ordre de tirage sur probabilité de N2. Alors, en fait, le numérateur, il a été calculé dans la question précédente. Il suffit de reprendre un calcul et on va trouver 0,12 et puis on divise par ce qu'on a trouvé aussi dans la question précédente, 0,28. Donc 12 divisé par 28, on peut encore simplifier par 4, ça nous donne 3/7. Et comme on nous demande une valeur arrondie à 10 puissance moins 2, il suffit d'effectuer le calcul et on va trouver avec une machine, par exemple, à calculer la probabilité de l'événement contraire de N1 sachant N2 est environ égale à 0,43. Voilà notre résultat approché. Et on avait le résultat exact, évidemment, 3 chances sur 7. Ici. Partie B, N désigne un entier naturel non nul. L'expérience aléatoire précédente est répétée N fois de façon identique et indépendante, c'est-à-dire que les urnes U1 et U2 sont remises dans leur configuration initiale, avec respectivement 4 boules noires et 6 boules blanches dans l'urne U1 et une boule noire et 3 boules blanches dans l'urne U2 entre chaque expérience. On note grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où on pioche une boule noire dans l'urne U2. On rappelle que la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U2 est égale à 0,28 et celle de piocher une boule blanche dans l'urne U2 est égale à 0,72. 1 moins 0,72. 1 moins 0,28 égale 0,72. Alors, question 1, déterminez la loi de probabilité suivie par grand X, justifiez votre réponse. Question 2, déterminez par le calcul le plus petit entier naturel n tel que 1 moins 0,72 à la puissance n supérieur égale à 0,9. Et question 3, interprétez le résultat précédent dans le contexte de l'expérience. Alors, je voudrais faire une petite remarque quand même, parce que quand on vous dit que n est un entier naturel non nul, c'est-à-dire que n est supérieur ou égal à 1,
Eh bien, quand n égale 1, l'expérience n'est effectuée qu'une seule fois. Bon. Allons-y pour la correction. Donc, question 1 de la partie B, déterminer la loi de probabilité suivie par grand X, justifiez votre réponse. Alors ici, je vous ai mis le texte. Une façon de rédiger l'expérience aléatoire est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve possède 2 résultats possibles. Le succès, une boule noire est piochée dans l'urne U2 de probabilité petit p égale 0,28. Et puis l'échec, une boule blanche est piochée dans l'urne U2 de probabilité 1-p égale 0,72. On est en présence d'un schéma de Bernoulli. Quand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, donc quand X suit la loi binomiale de paramètres petit n et p égale 0,28. Alors je voudrais faire un petit ajout à ce qui est fait ici. On pourrait aussi dire que pour tout entier K compris entre 0 et n, donner la probabilité que grand X prenne la valeur K. Autrefois, c'était quasiment obligatoire. Alors maintenant, ça montre à un correcteur que vous connaissez votre leçon. K parmi n multiplié par petit p à la puissance K. K, c'est le nombre de succès. Et petit p, c'est la probabilité de succès multiplié par la probabilité d'échec à moins p à la puissance le nombre d'échecs. S'il y a eu k succès, c'est qu'il y a eu n moins k échecs. Et en remplaçant petit p par 0,28, on obtient k parmi n multiplié par 0,28 à la puissance k multiplié par 0,72 à la puissance n-k. Bon, ça coûte pas cher de rajouter ce genre de choses, surtout que parfois, dans des questions suivantes, on peut en avoir besoin. Question 2 de la partie B, déterminée par le calcul le plus petit entier naturel n, tel que 1 moins 0,112 puissance n super égal à 0,9, et puis dans l'énoncé, on nous disait qu'a priori le nombre n il est super égal à 1. Alors je veux dire quand même que soit un entier n super égal à 1. D'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure que quand n vaut 1, la loi binomiale, en fait, de paramètres 1 et p égale 0,28, c'est une loi de Bernoulli. Bon. Allez, on va résoudre l'inéquation. 1 moins 0,72 à la puissance n super égal à 0,9. Alors, comme l'inconnu n est en exposant, l'idée, c'est déjà d'essayer d'isoler 0,72 à la puissance n. Alors, comme on peut procéder, par exemple, à transposer 0,9 dans le premier membre et transposer 0,72 à la puissance n dans le deuxième membre. Comme on fait des additions ou soustractions, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, ça nous donne 0,1 qui doit être super égal à 0,72 à la puissance n. C'est-à-dire 0,72 à la puissance n inférieur ou égal à 0,1. Alors, les deux membres de l'inégalité sont des réels strictement positifs, et puis comme n est en exposant, on va utiliser la fonction logarithme népérien pour pouvoir trouver l'ensemble des solutions de cette inéquation. Petite remarque, 0,72 à la puissance n, 0,72 c'est un nombre strictement compris entre 0 et 1, donc la suite 0,72 à la puissance n est strictement décroissante, et comme elle converge vers 0, à partir d'une certaine valeur de n, on aura bien cette inégalité. Bon, logarithme de 0,72 à la puissance n, inférieur ou égal au logarithme népérien de 0,1, car la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus infini, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Par propriété algébrique, on peut dire que n est ln de 0,72 est inférieur ou égal. Alors parfois,
On modifie, là ici on pourrait dire que c'est logarithme des périodes 10 puissance moins 1, c'est moins ln de 10, je vais pas le faire parce que c'est pas vraiment utile ici. Bon, et ensuite, on va avoir besoin de diviser par ln de 0,72, et attention, ln de 0,72, eh bien, c'est un nombre strictement négatif, car 0,112 est strictement compris entre 0 et 1. De ce fait, on change le sens des inégalités, on obtient n super égal à ln de 0,1 divisé par ln de 0,72. On utilise une calculatrice et puis on va essayer de trouver petit n. Alors, je vous laisse faire le calcul et puis quand même n est un nombre entier, on va trouver que n doit être super égal à 8, si mes souvenirs sont bons. Alors en fait, la valeur approchée que je vous donne ici de ln de 0,1 divisé par ln de 0,72, c'est 7,0009. Alors on pourrait tenter d'écrire n super égal à 7, ça serait fou, hein, puisque ce qu'on veut, c'est un nombre n supérieur ou égal à ln de 0,1 multiplié par ln de 0,72 qui se trouve un peu au-dessus de 7, et donc comme on veut n supérieur ou égal à cette valeur, ça veut bien dire que n est supérieur ou égal à 8. Et pour répondre à la question, faites déterminer par le calcul le plus petit entier naturel n tel que 1 moins 0,72 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,9, la réponse est n égale 8, bien sûr. Le plus petit entier naturel n tel que 1 moins 0,112 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,9 est n égale 8. Question 3. Interprétez le résultat précédent dans le contexte de l'exercice. Et le résultat précédent, en fait, c'est 1 moins 0,112 puissance n est supérieur ou égal à 0,9. C'est seulement si n est supérieur ou égal à 8. Donc, il faut essayer de trouver en fait une probabilité concernant 1 moins 0,72 puissance n. Donc, comme grand X a la couleur mazette, comme grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p avec p égale 0,28, on avait aussi 1 moins p égale 0,72, donc on voit le 0,72 qui intervient à un moment donné, et puis 0,72 à la puissance n, bah c'est la probabilité que grand X prenne la valeur 0. Alors on peut le vérifier avec la formule que je vous avais donnée notamment dans la question 1, ce qui fait que 1 moins 0,72 à la puissance n, c'est 1 moins p de x égale 0. Et l'événement grand X égale 0, c'est l'événement contraire de l'événement X est supérieur ou égal à 1, et donc la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1 est égale à 1 moins 0,72 à la puissance n. Donc en fait, l'inégalité, c'est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1, soit supérieur ou égal à 0,9, c'est vrai, c'est seulement si n est supérieur ou égal à 8. Bon, ben, on peut dire que la probabilité d'obtenir au moins une fois une boule noire dans l'urne U2 est supérieure ou égale à 0,9 à partir de petit n égale 8. Donc, je vous ai écrit ce que je vous ai dit oralement. Énoncé de la partie C. Dans cette partie, les urnes U1 et U2 sont remises dans leur configuration initiale avec respectivement 4 boules noires et 6 boules blanches dans l'urne U1 et une boule noire
et 3 boules blanches dans l'urne U2. On considère la nouvelle expérience aléatoire suivante. On pioche simultanément 2 boules dans l'urne U1 que l'on place dans l'urne U2, puis on pioche au hasard une boule dans l'urne U2. Bon, question 1. Combien y a-t-il de tirages possibles de 2 boules simultanément dans l'urne U1? Question 2. Combien y a-t-il de tirages possibles de 2 boules simultanément dans l'urne U1 contenant exactement une boule blanche et une boule noire? Question 3. La probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U2 avec cette nouvelle expérience est-elle supérieure à la probabilité de tirer une boule noire dans l'urne U2 avec l'expérience de la partie A? Justifiez votre réponse et on nous indique qu'on pourra s'aider d'un arbre pondéré modélisant cette expérience. Question 1 de la partie C. Combien y a-t-il de tirages possibles de 2 boules simultanément dans l'urne U1? Bon, on va fabriquer un petit dessin pour qu'on voit bien l'urne U1 où il y a 4 boules noires et 6 boules blanches, ou 10 boules en tout. Et donc, le nombre de tirages possibles de 2 boules simultanément dans l'urne U1, on devrait pouvoir dire directement que c'est le nombre de combinaisons de 2 éléments pris parmi 10 éléments. Alors, pour le calculer, on peut faire ainsi, 10 multiplié par 9 divisé par 2 fois. Ce qui nous donne 90 sur 2, ou 5 fois 9, c'est-à-dire 45. Combien y a-t-il de tirages possibles de 2 boules simultanément dans l'urne U1 contenant exactement une boule blanche et une boule noire? C'est la question 2 de la partie C. Eh bien, si on veut avoir une boule blanche et une boule noire, il s'agit de choisir une boule parmi 6 boules blanches, et puis donc, principe multiplicatif, symbolisé par le et, une boule noire, donc une parmi 4, et donc on va obtenir 6 fois 4, c'est-à-dire 24. Donc il y a 24 tirages possibles de 2 boules simultanément dans l'urne U1 contenant exactement une boule blanche et une boule noire. Question 3. La probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U2 avec cette nouvelle expérience est-elle supérieure à la probabilité de tirer une boule noire dans l'urne U2 avec l'expérience de la partie A? Justifiez votre réponse. Alors je pense je vous ai remis l'énoncé parce que je pense qu'il faut bien comprendre ce que ça va être que cette nouvelle expérience. Donc les urnes U1 et U2 sont remises dans leur configuration initiale avec 4 boules noires et 6 boules blanches dans U1. Donc un petit dessin avec U1 au départ. 4 noires, 6 blanches. Et l'urne U2 qui contient une noire et 3 blanches. Alors, on considère la nouvelle expérience suivante. On pioche simultanément 2 boules dans l'urne U1 que l'on place dans l'urne U2 qui va donc être modifiée. Puis on pioche au hasard une boule dans l'urne U2. Et donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser d'abord à ce qu'on fait au niveau de l'expérience aléatoire. On pioche simultanément 2 boules dans l'urne U1. Donc ça veut dire que quand on va piocher 2 boules dans l'urne U1, soit on va obtenir 2 noirs, soit on va obtenir une noire, soit on va obtenir 0 noir. Donc je vais définir moi une variable aléatoire que je vais appeler Y1 qui va compter le nombre de boules noires qu'on a piochées dans l'urne U1. Et puis je m'intéresserai après à ce qu'on fait par rapport à l'urne U2. Donc soit Y1, la variable aléatoire donnant le nombre de boules noires, après avoir pioché simultanément 2 boules dans l'urne U1. Bien Y1 peut prendre les valeurs 0, 1, 2.
Donc on va chercher la probabilité que y1 par exemple prenne la valeur 2. Là ça veut dire que cette probabilité est égale à 2 parmi 10 boules. Il y avait 10 boules dans l'urne 1 et on en choisit simultanément 2. Et puis le nombre de cas favorables, c'est de prendre 2 boules parmi les 4 noirs. Et on va calculer cette probabilité. Alors 2 parmi 4, 4 fois 3 divisé par 2 fois 1, ça va nous donner 6. Et puis 2 parmi 10, on l'a déjà calculé, c'était 45. Ce qui nous donne en simplifiant 3 quinzièmes. 2 quinzièmes, bien sûr, on simplifie par 3. Alors la probabilité que grand Y1 soit égal à 1 maintenant, bon c'est en fait la 2 parmi 10 au dénominateur, le nombre de cas possibles. Au numérateur, on va avoir 1 parmi 6 multiplié par 1 parmi 4 qu'on a déjà calculé une question précédente. Donc on va obtenir 24 sur 45. Alors je vais essayer d'être vigilant. On simplifie par 3 par exemple, donc ici on va obtenir comme dénominateur 15. Et puis comme numérateur 8. Et puis il nous reste P de Y1 égale 0 à calculer. Alors on pourrait le calculer en disant que c'est 1 moins 2 quinzièmes moins 8 quinzièmes. Bon, si on veut le calculer directement, ça va nous donner 2 parmi 10 au dénominateur. Et puis le nombre de cas favorables, il s'agit de choisir 2 boules blanches, donc 2 parmi 6. Et donc on va obtenir, alors au dénominateur on sait que c'est 45, et 2 parmi 6, 6 fois 5, 30 divisé par 2, ça va nous donner 15. En simplifiant par 3, on aurait 5 quinzièmes, ce qui fait qu'on aurait les 3 probabilités avec le même dénominateur 15. Et puis ici, évidemment, en simplifiant par 5 encore, on obtient un tiers. Bon, on pourrait donner un petit tableau, la loi de Y1. Donc la voici, on vérifie qu'effectivement la somme des 3 probabilités 5 quinzièmes plus 1, 8 quinzièmes plus 2 quinzièmes, c'est bien 1. Bon. Alors maintenant, il faut passer à ce qui va suivre au niveau de l'expérience aléatoire. Les boules qu'on avait dans l'urne 1, il me semble qu'on a 4 noirs et 6 blanches, les 2 boules qu'on a tirées vont atterrir dans l'urne U2. Donc il va se passer plusieurs cas. Si on a obtenu par exemple 0 boule noire dans l'urne U1, l'urne U2 va être modifié de telle sorte que on aura toujours autant de boules noires que ce qu'on avait au départ, mais on va rajouter 2 boules blanches. Ce qui fait que dans l'urne U2, on aura une boule noire, 5 boules blanches. Et il faudra calculer la probabilité, par exemple, d'obtenir une boule noire au deuxième tirage. Et on aura aussi évidemment la probabilité d'obtenir une boule blanche au deuxième tirage. Alors ce qu'on a fait sachant Y1 égale 0, il va falloir faire aussi pour sachant Y1 égale 1 et sachant Y1 égale 2. Alors allons-y, par exemple si on veut connaître la probabilité sachant que Y1 égale 0 d'obtenir une boule noire au deuxième tirage, évidemment on va obtenir 1 sur 6. Alors j'ai commencé l'arbre là, et puis on peut déjà, grâce à la loi de Y1,
indiquer quand même un certain nombre de valeurs. Et nous, on vient de calculer la probabilité de N2, sachant que Y1 égale 0. Et on l'a trouvé un sixième, si je me trompe pas. Ah. Et donc, on en déduit la probabilité d'obtenir N2 bar, sachant Y1 égale 0. Bon, ben, il faut recommencer un peu notre travail qu'on avait fait précédemment. Et non plus en considérant Y1 égale 0, mais Y1 égale 1. Alors, je vais gommer, Y1 égale 1, évidemment ici, ça n'est plus correct, hein, bien sûr. Donc, on va changer de configuration. Alors, quand Y1 égale 1, il faut indiquer maintenant la nouvelle composition de l'urne U2 pour trouver P de N2, sachant Y égale 1. Alors au départ, il y avait une noire et 3 blanches dans l'urne U2, et comme Y vaut 1, ça veut dire qu'on a obtenu une boule noire et une boule blanche, donc la nouvelle composition de l'urne U2, c'est 2, 4. 2 noires, 4 blanches. Et donc la probabilité d'obtenir une noire dans la boule, dans l'urne U2, sachant qu'on a obtenu Y égale 1, ça devient 2 divisé par 6, c'est-à-dire 1 tiers. Donc on peut aller voir l'arbre et puis indiquer ce qu'on vient d'obtenir, c'est-à-dire 1 tiers ici, et puis évidemment la probabilité de N2 bar sachant Y égale 1, ça va être 2 tiers. Bon, il nous reste maintenant à calculer la probabilité de N2 sachant que Y1 égale 2. Alors, quand on a obtenu 2 boules noires dans l'urne U1, comme on n'en avait qu'une dans l'urne U2 au départ, c'est qu'on en a maintenant 3. Il y avait 3 boules blanches dans l'urne U2, ça reste à 3. Donc évidemment, la probabilité de N2 sachant Y1 égale 2 va être modifiée, et donc on va obtenir, alors toujours 6 boules au total dans l'urne U2, et on a 3 noirs, donc on va obtenir une probabilité de 1,5. On passe à l'arbre, et on va pouvoir indiquer donc 1,5, qui est la probabilité de N2 sachant Y1 égale 2, et donc 1,5 aussi pour la probabilité de N2 sachant N2 bar, pardon, sachant Y1 égale 2. Bon, l'arbre est complet et nous, on nous demande la probabilité de N2, donc on va la calculer ensuite. Alors, il y a 3 chemins qui nous amènent à N2. Le chemin qui correspond ici à Y1 égale 2 et N2. Le chemin qui correspond à Y1 égale 1 et N2. Et puis le chemin qui correspond à Y égale 0 et N2. Bon, là, je vais pas rédiger forcément de manière très correcte. Vous l'aurez dans le polycopier. Je vais simplement dire que la probabilité de N2, c'est 2 quinzièmes multiplié par 1,5 plus 8 quinzièmes multiplié par 1 tiers plus 1 tiers multiplié par 1 sixième. Règle du produit et de la somme. Et donc P de N2, en calculant, on va obtenir donc 1 quinzième
plus, alors là c'est 8 sur 45, plus 1 sur 18. Autrement dit, si un 15e on le met sur 45, ça fera 11 sur 45. J'ajoute les deux premières fractions. 11 sur 45. Plus 1 sur 18. Bon, avec une calculatrice, on doit pouvoir obtenir le résultat très vite. Et en fait, on va obtenir 3 dixièmes. C'est-à-dire 0,3. Comme on nous demandait si la probabilité d'obtenir N2 dans la deuxième expérience était supérieure ou égale à la probabilité d'obtenir N2 dans la première expérience, que dans la première expérience on avait obtenu 0,28 et que 0,30 est plus grand que 0,28, et bien finalement la réponse est vraie. Voilà, donc première expérience partie A, on avait obtenu 0,28, deuxième expérience partie C, on obtient 0,30 comme probabilité de l'événement N2. 0,30 étant strictement supérieur à 0,28, la réponse est oui. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.